d'un deuxième. Et là, le patient, dans la phase, justement, la phase de maintien, on est un peu rendu là, le patient dans la phase de maintien va devoir porter de fait le bandage tous les jours, porter un bas tous les jours, ou un bas culotte, là, selon le choix. La plupart du temps, dans un cas comme un lymphédème secondaire lié à un cancer des ovaires, la plupart du temps, on va avoir vraiment un lymphédème, on risque plus souvent qu'autrement avoir un lymphédème aux deux pieds, aux deux jambes, aux deux membres inférieurs. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, dans la phase de maintien, c'est de porter, de fait, ça va être dans le fond, si on en vient à la dernière phase du traitement, un peu dans le maintien, là, il va falloir que la personne change un petit peu son hygiène de vie. Il faut vraiment se considérer comme étant une personne handicapée, compte tenu qu'il y a le système lymphatique qui est handicapé. La personne devra vraisemblablement prendre l'habitude de faire sa toilette tous les soirs. Et la première chose à faire avant de se lever le matin, c'est de mettre les bas ou le bas culotte. D'accord? C'est ça parce que l'édème va vraisemblablement se réduire un petit peu aussi la nuit pour le maintien. Donc la nuit, si tout va bien la nuit, la personne peut-être n'aura pas besoin de porter de compression, mais il peut arriver aussi, même à ça, qu'il existe en fait des vêtements compressifs qui ne sont pas des bas, là, parce que les bas sont conçus pour être tellement serrés qu'il serait vraiment inconfortable de les porter la nuit. Ça serait trop serré, les jambes pourraient venir engourdies, ça pourrait c'est conçu de telle sorte que ça porté de façon couchée, là, durant le sommeil, ça bloque pratiquement même, si vous voulez, la circulation sanguine. Donc, c'est pas conçu pour ça, mais il existe d'autres types de matériaux, soit faire de l'autobandage ou d'autres genres de matériel, de choses qui sont maintenant disponibles sur le marché, qu'on peut toujours appliquer avec des velcro ou des choses comme ça. Il peut arriver que dans certaines situations comme ça, les gens doivent même porter une certaine compression la nuit. Mais ce qui sera essentiel, ça c'est certain, c'est que la personne devra vraisemblablement porter toujours une compression tous les jours, du matin au soir, à partir du moment qu'elle est debout. Donc c'est pour ça l'importance, si vous voulez, de faire sa toilette le soir, de telle sorte que le matin, au moment où on se lève, là où c'est le moins enflé, qu'on puisse être capable d'enfiler le bas de compression. Et il faut changer le bas de compression, il faut le changer tous les jours. Donc, une journée, on en lave un et on porte l'autre, juste comme ça, parce que c'est porté directement sur la peau. Ça fait en sorte qu'il dure plus longtemps, de toute façon. Et ça, ces bas de compression-là, il faut les changer aux 4 à 6 mois au mieux. C'est quelque chose qui peut devenir quand même assez onéreux. Un bas culotte fait sur mesure, là, un bas fait sur mesure peut facilement coûter juste un bas peut facilement coûter dans les 400 $, un peu plus de 400 $. Là, on parle d'avoir 2 bas ou un bas culotte, et puis, comme je dis, d'en avoir 2 paires et de les changer aux 6 mois. Donc, on parle vraiment de dépenses importantes, mais qui sont essentielles pour gérer cette condition-là, qui est une condition chronique. Il y a aussi, si vous voulez, un dernier type la dernière chose qui est impliquée un peu dans le traitement, c'est de faire des exercices, si vous voulez, décongestifs. Donc, c'est important, dans le fond, que la personne, parce qu'on pose des fois la question, est-ce que juste, si on s'étendait puis qu'on levait les jambes, ça serait suffisant? On encourage vraiment les gens à faire des activités, mais en portant une compression, à faire leurs activités normales, ou même, si vous voulez, faire un peu de conditionnement physique, mais de façon très graduelle, pour toujours gagner et avoir un bon tonus musculaire, parce que c'est important, on a besoin de ça, dans le fond aussi, ça stimule la circulation lymphatique, comme on l'a vu tantôt un peu avec les exercices. Donc ça, si vous voulez, c'est important aussi, si vous voulez faire ça. Donc on veut vraiment faire en sorte que la personne puisse vivre une vie le plus normale possible, mais en tenant compte, si vous voulez, de ce handicap. Quand les problèmes, si on a une situation où on ne voit pas de résultat, là, à ce moment-là, il faut vraiment se poser des questions. Est-ce qu'on a vu un thérapeute vraiment compétent? C'est la chose à vérifier, donc il faut peut-être vérifier ça. Une autre chose aussi qu'il faut faire attention, il y a des médecins qui vont prescrire parfois des diurétiques pour traiter cette condition-là, ce qui est tout à fait contre-indiqué. Parce que le diurétique, dans le fond, va faire diminuer la quantité d'eau, mais les protéines qui sont dans les liquides vont quand même rester là. Et ces protéines-là qui sont là, de fait, vont avoir tendance à se glutiner ensemble et de faire des tissus fibreux. Ce qui devient plus dur, c'est comme ça, puis c'est plus long, plus compliqué à traiter ensuite. Donc, si une personne a besoin de prendre des diurétiques pour une autre condition, c'est bien qu'elle les prenne ou quoi que ce soit, mais de prendre des diurétiques pour traiter un lymphédème, comme tel, c'est contre-indiqué. Il n'existe pas de médicament pour traiter le lymphédème.
Dans certains cas, il y a des médecins parfois même qui vont suggérer aux patients d'utiliser une pompe compressive, là. Mais si vous voulez, une pompe, un genre de grosse botte, si vous voulez, là, qu'on enfile, qui va enfiler toute la jambe, toute la cuisse. Il y en a même des équipements semblables à ça qui peuvent couvrir même une partie, si vous voulez, là, du tronc. Et encore là, je sais que c'est utilisé ça dans certaines cliniques. Ça, moi je dirais que c'est contre-indiqué de laisser un patient à soi-même et d'utiliser tel genre de pompe, si vous voulez, tel genre de mécanique là, à faire à la maison. La raison est simple, c'est que de fait, ces pompes-là, de fait, vont avoir tendance à déplacer l'eau dans le liquide, mais non pas les protéines qui sont avec le liquide, quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose que je recommanderais d'utiliser strictement dans un contexte thérapeutique, dans la clinique du thérapeute. Donc, moi, présentement, si vous voulez, de temps en temps, je vais utiliser cet outil-là en clinique, mais jamais sans avoir fait préalablement beaucoup de drainage lymphatique. Et même souvent, pendant que la pompe fonctionne ou quoi que ce soit, je vais continuer à faire du drainage lymphatique là, au niveau de la hanche, au niveau du bassin ou quoi que ce soit, pour continuer à pousser tout le liquide. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé que dans un contexte thérapeutique avec un thérapeute qualifié. Il existe aussi, et ça c'est très controversé, des médecins qui vont, et ça en général c'est pas au Canada, là, mais il y a des chirurgiens entre autres en Italie, il y en a un petit peu aux États-Unis qui vont faire de la chirurgie pour traiter cette chose-là, qui vont dans le fond faire de la microchirurgie, là où on va travailler au niveau du système lymphatique comme tel, mais c'est très, très controversé. Moi, j'ai 2 patients qui ont eu cette chirurgie-là, qui sont allés en Italie, des choses comme ça. Et lorsque, par exemple, qu'on fait ce qu'on appelle une anastomose lymphoveineuse, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de vérifier où est le petit blocage, où est le blocage au niveau, par exemple, de l'aine, quelque chose comme ça, et qu'on va faire une connexion directement du vaisseau lymphatique à une petite veine adjacente, ça va faire en sorte que le liquide lymphatique de la jambe ou de la partie affectée va directement aller dans une veine sans avoir été filtré tout le long avant d'entrer au cœur à travers tous les ganglions lymphatiques. Alors, les instructions que moi j'ai vues, liées après avoir pris cette chirurgie-là par le médecin, était que la personne devait prendre des antibiotiques à vie parce qu'elle est à risque de développer une infection du sang qui pourrait faire en sorte que ça peut être mortel après vraiment en quelques heures. Là. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, des fois, il faut faire très attention dans des situations comme ça. Là. Je sais qu'il y a des patients qui ont essayé. Entre autres, j'ai une patiente qui a essayé ça, mais elle le dit, si c'était à refaire, je ne le ferais pas et je ne permettrai jamais que mes enfants aient une telle chirurgie. Donc, c'est vraiment, c'est du cas par cas. Et bon, ça se fait pas, de toute façon, ça se fait pas au Canada. Je sais qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui fait des choses un petit peu semblables, des transplantations de nœuds lymphatiques, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un stade très, très, très expérimental. Et il faut vraiment avoir, je dirais, avant d'aller dans une direction semblable, de vraiment faire attention et d'avoir plusieurs avis médicaux. Donc, ce que je dois dire aussi, peut-être en terminant, c'est que cette condition-là amène souvent une grande détresse chez les patients du fait qu'ils ont passé à travers souvent une situation où ils ont dû traiter un cancer, puis là, ils ont eu un problème, ils ont eu une situation où ils ont vu un début, un traitement, puis une fin, puis on leur dit, mais finalement, maintenant, monsieur, madame, vous n'avez plus de cancer. Puis là, maintenant, du jour au lendemain, ils se réveillent avec une autre condition chronique et pour lesquelles on sont peu laissés à eux-mêmes. Donc, on a des situations où les gens peuvent vivre une certaine détresse psychologique. Ça a aussi un impact, comme j'ai parlé tout à l'heure, financier qui peut être vraiment non négligeable. Là, il y a des patients qui ne peuvent tout simplement pas se permettre d'obtenir des traitements. Donc, parfois, il y a des organismes comme... je sais qu'il y a une organisation, une association principale au Canada pour le traitement du cancer qui vont aider les patients peut-être à débourser les frais pour certains vêtements compressifs. Là. Mais pour ce qui est de tous les traitements et tout ça, présentement, là, ça peut être très, très, très onéreux pour les patients. J'ai un peu je sais pas, est-ce qu'il y aurait d'autres questions en ce moment ici? N'hésitez pas, là, moi je suis... je peux donner bien sûr la perspective d'un thérapeute, là. Oui, peut-être en quelques secondes, la perspective d'un thérapeute. C'est de fait, tout ce que je viens d'énoncer, là, vraiment, c'est d'une perspective de thérapeute, parce que moi, je ne suis pas médecin.
Alors, tout ce que je vous ai dit, d'une certaine façon, là, si vous voulez, c'est ça. Donc, c'est, si vous voulez, à titre de thérapeute, là, je pourrais dire que c'est quand même quelque chose qui est c'est très encourageant lorsque l'on traite des patients qui veulent s'aider eux-mêmes. Moi, dans ma pratique, j'essaie beaucoup de donner des outils aux patients. À titre de thérapeute, entre autres, une autre suggestion que je pourrais donner, la meilleure chose qu'une personne peut faire à titre d'exercice par elle-même pour alléger cette condition-là, ce sont des exercices en piscine. Parce que dans une piscine, la compression de l'eau amène, elle va être davantage, une compression qui est encore supérieure à ce que vous pourriez avoir avec un bas compressif ou même des bandages de compression, et on ne le sent pas vraiment parce qu'on est dans l'eau. Donc, je dirais, quand je parle d'exercice en piscine, il ne s'agit pas de savoir nager ou quoi que ce soit. Tout simplement, par exemple, d'aller en eau assez profonde, ça peut être avec une nouille, là, si vous voulez, ou un outil de flottaison comme quelconque, là. Et puis, tout simplement de pédaler dans l'eau, comme ça, de faire des exercices comme ça, si vous voulez, dans l'eau, dans une position debout. La pression qu'il va y avoir au niveau des chevilles, au niveau des choses comme ça, si vous voulez, au niveau des pieds, au niveau des genoux, tout ça, va être telle qu'en faisant de l'exercice, ça va avoir vraiment un effet décompressif. Donc, l'exercice aquatique en position debout est de fait vraiment l'exercice idéal pour des personnes qui ont cette condition-là. Une autre chose aussi que je devrais dire qui vaut la peine d'être évitée, ce sont par exemple les bains très chauds. Donc les situations de froid et de chaud extrême. On sait très bien que si on met notre bras, par exemple, dans de l'eau très chaude, il va venir rouge. La raison pour laquelle il va venir rouge, si l'eau est très chaude, c'est que ça va ouvrir les capillaires veineux et que ça va amener plus de liquide dans le membre, dans la partie du corps qui est en eau chaude. Donc, puisque une personne qui a un lymphédème, le retour, si vous voulez, des liquides est affecté, de fait est diminué, ne fonctionne pas de façon normale, mais là, il faut donc éviter d'amener un surplus de liquide. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui irait, par exemple, d'en prendre un bain chaud, dans un genre de bain tourbillon ou un bain sauna, chose comme ça, c'est à vérifier au cas par cas. Quelqu'un peut toujours l'essayer, puis dans la mesure où la personne s'aperçoit que ça l'amène de l'empire, l'éviter, mais ce serait des choses à éviter. Même chose aussi avec le froid extrême. On sait très bien que si on est exposé au froid, et là, ce n'est pas pour les mêmes raisons, ce n'est pas la chaleur qui va faire ouvrir les capillaires, mais c'est tout simplement une question hormonale, si vous voulez, qui va faire en sorte que ça va ouvrir les capillaires justement pour prévenir le gel. Donc, le froid qui est suffisant pour faire rougir la peau dans la zone affectée est contre-indiqué, de même que la chaleur extrême aussi est contre-indiquée. Donc, à titre de thérapeute, si vous voulez, moi, j'aime bien donner des outils à mes patients ou patientes là, pour aider à gérer cette condition par eux-mêmes. Mieux gérer une situation chronique. Oui, il faut vraiment, c'est ça. Il faut vraiment c'est ça. Dans la plupart des cas, spécialement lorsque c'est un problème lié au niveau des membres inférieurs, je n'ai jamais vraiment vu, moi, de situation où le problème est revenu, c'est-à-dire qu'après l'application de bandages, de traitements, de drainage lymphatique, quoi que ce soit, que la situation soit revenue telle que la personne n'a pas besoin de porter de la compression. En général, c'est plutôt l'inverse, c'est vraiment quelque chose comme ça qui a toujours tendance à s'aggraver. Donc, c'est très important, plus tôt on traite cette condition-là, mieux c'est. De fait, si on peut la traiter alors qu'elle est en phase 1, et puis d'essayer de ramener ça, si vous voulez, de jamais dépasser la phase 1, c'est faisable en faisant des traitements, en faisant de l'autotraitement, en portant des bandages, en portant des vêtements compressifs, des bas culottes, des choses comme ça, en allant voir peut-être son thérapeute une fois. Si on voit que la situation s'aggrave, on retourne voir son thérapeute. On peut recevoir encore là du drainage lymphatique. Il arrive souvent des circonstances dans les patients que je rencontre, par exemple, qu'ils ont eu d'autres problèmes de santé de telle sorte qu'ils ont dû parfois négliger temporairement, si vous voulez, de porter le vêtement compressif, des choses comme ça. Ils ont eu d'autres événements dans leur vie qui leur ont fait en sorte qu'il y a eu une négligence involontaire, si on veut, là, pendant quelques temps. Ils vont revenir faire quelques traitements pour les ramener. Donc, plus on prend la condition tôt pour la traiter, pour la contrôler, moins ça va coûter cher, d'une part, parce que moins ça va prendre de temps, et puis plus on a notre chance de succès et de contrôler ça. Donc, c'est une condition qui peut se contrôler,
mais qui demande vraiment une très grande discipline. Je vous remercie beaucoup, M. Mercier, pour votre présentation et les réponses aux questions. Je désire rappeler à tous que les dernières téléconférences sont disponibles sur YouTube. Et si vous souhaitez réécouter la présentation d'aujourd'hui ou la faire écouter à vos amis ou collègues, elle sera disponible la semaine prochaine sur YouTube. Dans le but d'améliorer notre programme, on vous faire parvenir un questionnaire d'évaluation que nous souhaitons recevoir vos commentaires le plus rapidement possible. La prochaine séance, intitulée « Comment faire face à l'insomnie », aura lieu le 31 mai prochain à midi. Dr José Savard, chercheur au Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval à Québec, sera la conférencière. Je vous souhaite donc un bon après-midi.